La valeur d'un exercice Value Stream Mapping ne réside pas dans l'établissement de la cartographie, ça c'est le plus facile. La valeur se détermine à partir de l'analyse de la situation actuelle une fois la cartographie faite, de la projection vers l'état futur et la mise en œuvre des actions pour y parvenir. Le défi pour les analystes est de trouver des actions aux résultats significatifs, faciles et rapides à mettre en œuvre et qui sont acceptées par les parties prenantes. Une bonne piste en la matière sont les stocks et en cours. Je suis Christian Aumann, bienvenue dans cet épisode. Au sommaire de cet épisode, pourquoi s'intéresser aux stocks et en cours? Un premier rappel sur le lead time, un second rappel sur la loi de Little, les stocks et en cours dans une VSM, les lots de production et les lots de transfert, les stocks et en cours sur le terrain, un troisième rappel qui est la métaphore du lac, et pour finir un résumé de cet épisode. Vous trouverez dans la description de cette vidéo les raccourcis vous permettant d'accéder directement à une section particulière. Dans chaque cartographie VSM, les différents postes de charge sont séparés les uns des autres par des stocks ou des encours. Il est rare en effet de trouver des machines successives, parfaitement synchronisées, ou des machines que l'on laisse durablement en attente d'approvisionnement, en attente des matières ou pièces d'un poste situé en amont. Cependant, leur représentation est souvent incorrecte. À y regarder de plus près, pour un même lot de pièces, il y a les encours à la machine amont, le stock et les encours devant la machine aval, donc potentiellement 3 localisations d'un même lot de fabrication ou de référence de pièces à un moment donné. Les cartographes ont-ils bien cumulé les différentes quantités dans leur cartographie? Dans un souci de simplification, l'ensemble de ces stocks et encours ne sont figurés qu'une seule fois. Pourquoi plus précisément s'intéresser aux stocks et aux encours? Les stocks et encours représentent de la valeur immobilisée, les stocks et encours nécessitent de la manutention du transport, les stocks et encours occupent des contenants et de l'espace, de la surface, du volume, la dissémination des stocks et encours nuisent à la visibilité des flux, les stocks et encours sont des lieux d'attente, des obstacles à l'écoulement des flux, les stocks et encours représentent du temps. Or le temps est ce que l'on cherche à gagner en réduisant le lead time total. Le lead time total est le temps de traversée du processus considéré. En fonction du périmètre étudié, c'est le lead time porte à porte, c'est-à-dire de l'entrée des matières à l'expédition des marchandises ou produits finis. Cela peut être du déclenchement d'une fabrication à la mise à disposition de l'expédition des pièces ou produits. Et le seul lead time qui importe au client est la durée entre la passation de commande et la réception de sa marchandise. Or on sait que les lead times sont extraordinairement longs si on les compare à la durée cumulée nécessaire à transformer les matières, fabriquer, produire et assembler ce que le client souhaite. Ceci essentiellement à cause des durées d'attente dans le processus. Le ratio courant pour la part de valeur ajoutée sur la durée totale se situe entre 1 à 2%. Raccourcir ce délai, c'est satisfaire ses clients plus rapidement, pouvoir se démarquer de la concurrence, éventuellement pouvoir facturer cette performance plus chère et obtenir l'argent en retour plus rapidement. Réduire le time to cash, c'est réduire le besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent que l'entreprise doit avancer en attendant d'être payé par les clients. Si l'on veut réduire le lead time, il faut donc s'attacher à réduire les temps d'attente dans le processus. Les attentes se concentrent dans les stocks et en cours. La loi de Little nous rappelle que le temps de traversée d'un stock ou d'un encours est égal à la quantité divisée par le besoin moyen sur l'horizon de temps considéré. Un stock de 100 pièces dont on consomme en moyenne 10 pièces par heure couvrira 10 heures de besoin. Mais cela signifie également qu'une pièce dans ce stock attend en moyenne 10 heures avant d'en sortir, de bouger. Si l'on veut accélérer le temps de traversée d'un stock sans modifier la vitesse de consommation, il faut réduire la quantité stockée. Voici un exemple illustratif de l'effet de la réduction des stocks. Il est volontairement simplifié pour la démonstration. Dans cette portion opérationnelle de ma VSM, 3 opérations, la découpe, l'usinage, l'emballage et l'expédition. La taille des lots et en cours sont de 100 pièces, les temps de cycle sont rappelés dans les boîtes de données pour chaque opération. Dans la situation initiale, le temps de traversée, le lead time est de 1162 minutes, arrondi,
ce qui en fonction du temps de travail quotidien représente environ 3 jours. La somme des temps à valeur ajoutée est de 11 minutes,5 et donc le ratio temps à valeur ajoutée sur temps total est d'environ 1%. Diminuons la taille des lots et en cours à 50 pièces, le lead time passe à 592 minutes arrondies, soit environ 1,5 jours. La somme des temps à valeur ajoutée ne change pas puisque je n'ai rien modifié du point de vue opératoire ou gamme. Il reste à 11 minutes,5 et donc le ratio temps à valeur ajoutée sur temps total est maintenant d'environ 2%. Nous venons de doubler ce taux et de diminuer de moitié le lead time. Comment peut-on, dans la pratique, diminuer les stocks et en cours? Il faut d'abord chercher la rationalité du choix du dimensionnement du stock ou de la taille des lots. Il est probable que celui-ci procède d'un choix arbitraire et dans ce cas, un autre dimensionnement est tout aussi acceptable. Il se peut également que le choix de dimensionnement du stock ou de la taille des lots soit relativement logique, comme par exemple, les pièces arrivent par lot de 100 de chez le fournisseur, et pour pouvoir plus facilement tracer les pièces de ce lot, on le traite comme une seule unité. Les conditionnements peuvent également influencer les choix. Les caisses standards permettent de stocker 50 pièces par exemple. Il faut ensuite vérifier si l'on peut remettre ces choix en cause sans créer d'autres problèmes par ailleurs. Une autre approche relativement simple et efficace consiste à traiter de manière différenciée les lots de production et les lots de transfert. Un lot de production est un lot cohérent pour une production. Ici 100 pièces à usiner sur deux machines distinctes M1 et M2. Le lot de transfert est constitué par le nombre de pièces que l'on transfère de la machine M1 à la machine M2. Si le lot de transfert est égal au lot de production, il faudra attendre que les 100 pièces aient été achevées sur M1 avant de les transférer vers M2. Si l'on divise le lot de production de 100 pièces en deux lots de transfert de 50 pièces, dès que les 50 premières pièces sont achevées sur M1, on peut les amener à M2. L'intérêt ici est que M2 puisse commencer à travailler sur ces pièces immédiatement pour réduire le temps d'attente des pièces devant M2. Dans le cas favorable, le chronogramme des opérations sur les deux machines se présente alors ainsi par rapport à la situation initiale. C'est particulièrement intéressant si M2 a un temps de cycle égal ou plus court que M1 et que M2 n'ait pas de charge importante à absorber par ailleurs. Dans le cas très favorable dans lequel M2 ne sert qu'à usiner les pièces passées sur M1, avec un temps de cycle très court, le flux peut être accéléré par réduction du lot de transfert, la limite étant la taille de lot 1. Comment trouver les stocks et en cours sur le terrain? Si leur localisation et leur importance ne peut pas être vue simplement et de manière évidente, un moyen simple est de tracer le diagramme spaghetti et de suivre le cheminement des matières ou pièces sur le terrain. Éventuellement, les données de l'ERP, travaillées avec un logiciel de process mining, peuvent fournir ces éléments. Attention, les stocks peuvent également se trouver dans un entrepôt distant ou chez un sous-traitant. Une fois les stocks localisés, il faut vérifier si on les a correctement documentés en taille dans la VSM, et le cas échéant, corriger le lead time total. Ensuite, il faut vérifier si l'on peut scinder les lots de production en lots de transfert de taille inférieure, l'incidence que ces changements auraient du point de vue du gain de lead time total, les efforts et coûts de manutention par rapport au gain escompté. La diminution des tailles de stock et d'encours permet l'accélération du flux, mais va également augmenter la sensibilité du processus aux dysfonctionnements éventuels. C'est la métaphore du lac, dont le niveau d'eau qui représente les stocks couvre les rochers qui figurent les problèmes. L'abaissement du niveau d'eau va mettre à nu les rochers, comme la diminution des niveaux de stock rendent les problèmes dans les processus apparents. La prudence recommande alors de diminuer les stocks progressivement, afin de ne pas se retrouver devant de trop nombreux problèmes à résoudre d'un seul coup. En résumé, les stocks et en cours ne sont pas toujours correctement documentés dans les VSM, les stocks et en cours sont des leviers importants d'accélération des flux. Travailler sur les stocks et en cours est généralement plus facile car on ne modifie pas les modes opératoires. Il y a des gains multiples à engranger avec la diminution des stocks et en cours, mais tous ne sont pas aisément chiffrables. Réduction du lead time, gain de surface, de volume, réduction du BFR, réduction des risques qualité, détection précoce des défauts, etc.
Avant de réduire les stocks ou d'introduire des lots de transfert, il faut veiller aux avantages et éventuels inconvénients de cette approche. Elle n'est pas judicieuse partout. Une fois que l'on réduit les stocks ou en cours, il faut se préparer à découvrir des problèmes invisibles jusque-là. L'accélération des flux de manière générale est un bon moyen d'alimenter l'amélioration continue, car il y a de nombreux prérequis au bon fonctionnement d'un processus fluide et rapide, comme par exemple la maîtrise de la qualité, des procédés, etc. Mais ceci est une autre histoire. La réduction des stocks et en cours de la taille des lots conduit-elle à des résultats significatifs? C'est à vérifier dans le contexte, mais en général, oui. Ces actions sont-elles faciles et rapides à mettre en œuvre? Généralement, oui. Sont-elles acceptées par les parties prenantes? Oui. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. À bientôt sur l'un de mes médias.